En observant la carte de Martin Biam, on se rend compte que les Amériques manquent. Les Amériques étaient considérées comme un monde à part, un monde inexistant. Martin Biam, c'est juste un explorateur, un cartographe qui se fera beaucoup d'argent à travers ces différentes cartes. Des cartes qu'il dessina autour des années 1491 et 1492, lors justement d'une expédition en Afrique de l'Ouest à la recherche de l'or. Martin Biam vendra ses cartes aux commerçants et aux différents moyens. Les moyens surtout qui avaient envie de connaître et de connaître ce qui était en train de se passer autour du monde. Les Amériques manquent sur la carte, mais cela ne signifie pas que les Amériques sont inexistantes. Il y avait des populations qui y vivaient, des populations avec des civilisations très florissantes, très grandes, de grands empires tels que l'empire aztèque et l'empire inca. La particularité dans cette partie du monde, c'est qu'ils n'avaient pas la même culture de guerre qu'en Eurasie. C'est vrai qu'ils se faisaient la guerre entre eux, mais ils prenaient surtout les prisonniers pour en faire des sacrifices humains dans l'empire inca, dans l'empire aztèque. Dans l'empire inca, ces mêmes prisonniers étaient utilisés dans leurs différentes familles. Ils adoptaient ces prisonniers de guerre dans leur famille. Mais c'était des populations très développées, avec un niveau de vie très élevé. Des villes comme Cajamarca qui pouvaient renfermer jusqu'à 20 000 habitants. À Cusco, la population est estimée autour de 60 000 et 70 000 habitants. Mais ce n'étaient pas des populations très paisibles également. Ce ne sont pas des populations qui attendaient qu'arrivent seulement les Européens pour commencer à se réveiller. Ils avaient leurs propres troubles internes. Dans l'empire Inca, il y avait déjà une guerre civile qui était en cours avant l'arrivée des conquistadors. Deux frères se battaient pour savoir qui des deux sera le futur empereur. Ce n'est pas seulement à travers la guerre que les hommes se rencontrent. Les commerçants de Venise financent plusieurs expéditions jusqu'en Afrique de l'Ouest à la recherche de l'or. Trois choses vont changer fondamentalement le cours de l'histoire. Premièrement, les Européens se rendent compte que sur l'océan Atlantique, il existe des terres. Deuxièmement, que l'Afrique regorge beaucoup d'or, surtout l'Afrique de l'Ouest. Et troisième point, c'est qu'ils se rendent compte de l'existence de courants marins commerciaux, des courants qui pouvaient amener depuis l'Afrique du Nord, en passant par l'Afrique de l'Ouest, jusque dans les Amériques. Et ces courants, ce n'étaient pas des courants saisonniers, c'était des courants réguliers. Et là, le secret venait de tomber. Car les Africains et les Arabes utilisaient ces courants depuis longtemps. Mais pour bien comprendre ce qui se passera dans les Amériques, il faut remonter dans le temps, il faut remonter et partir en Europe. En Europe, ce qui se passe, c'est que la chrétienté se sent bloquée. Il y a ce qu'on appelle le blocus musulman. Les musulmans sont présents sur toute la Méditerranée, de Constantinople jusqu'au canal de Suez. Donc il y a un blocus. Les Européens devaient trouver des voies et moyens pour contourner ce blocus et continuer à faire le commerce avec les Indes. En Europe de l'Ouest, Ivan le Grand enverra plusieurs expéditions, plusieurs personnes pour aller en exploration, pour retrouver des voies commerciales, surtout pour le commerce de la fourrure, qui était considéré comme l'or noir à l'époque. Ces différentes explorations vont revenir avec des fables, avec des histoires. Par exemple, que sur la rivière Aube, il existerait une vieille femme toute dorée. Des créatures, par exemple, qui ont des têtes de poisson et même des queues de poisson. En Europe de l'Est, ça sera beaucoup plus un scénario de bataille. La chrétienté arrive à repousser les musulmans jusqu'à Grenade. En 1492, le dernier bastion des musulmans, c'était Grenade. Et deux grands royaumes vont s'unir à travers une noce nuptiale.
le royaume de Portugal et le royaume d'Espagne. Isabella de Castillas et Ferdinand de Aragon vont s'unir à travers une noce nuptiale et un aventurier va les approcher. Christophe Colomb les approche et leur propose ses différents services. Il demande à être financé, à ce qu'on finance une de ses expéditions pour qu'il puisse arriver en Inde, de telle sorte de revenir avec assez de marchandises pour que ces marchandises soient vendues et que les fonds soient levés pour qu'on cherche définitivement et totalement les infidèles de Jérusalem. Donc on voit bien qu'il y a un lien entre commerce, expédition et religion. L'expédition de Christophe Colomb sera financée, mais c'était un piètre navigateur. Il ne savait pas utiliser les technologies nouvelles, il ne savait pas utiliser les boussoles, les cadres et même les équerres. Christophe Colomb se basait, se fiait surtout sur les étoiles et les cartes maritimes. Tout au long de sa traversée, il fera plusieurs erreurs. Par exemple, en entrant dans le fleuve Orinoco, il se rend compte que c'est de l'eau douce et non de l'eau salée. Donc il rebrousse chemin. Mais Christophe Colomb sera le premier à arriver en Amérique. Des navigateurs très performants tels que Jean Capon, qui savait utiliser les technologies nouvelles en 1498, et même Pedro Alvarez Cabral en 1500 qui arrive au Brésil. Mais Christophe Colomb a été le premier à y arriver. Dès qu'il met pied dans les îles Caraïbes, il nomme ces îles espagnoles, c'est-à-dire la petite Espagne, qui se trouve plus ou moins en Haïti et en Saint-Domingue. Et la première des questions qu'il posa aux locaux, c'était où se trouve Chimpango, c'est-à-dire où se trouve le chat. Aussitôt, il entraînera son équipage qui était composé essentiellement d'interprètes chinois et même d'interprètes arabes qui ne lui servaient à rien. Cet équipage sera formé, entraîné dans la langue locale et les locaux seront entraînés également dans la langue espagnole de telle sorte pour qu'il puisse y avoir une première communication entre les deux parties. Les conquistadors seront très déçus parce qu'ils s'attendaient à trouver beaucoup d'or et beaucoup d'argent. Malheureusement, rien. Donc, ils commencent à répliquer leur plantation de canne à sucre. L'expérience, le laboratoire qu'ils ont eu à mener dans les îles Azores. Dans ces différentes plantations de canne à sucre travailleront les Indiens, mais les Indiens mourront. C'est de là qu'un mythe va naître, le mythe de l'Eldorado. Et la personne qui croira vraiment à ce mythe sera Cortés, sera Hernán Cortés. Hernán Cortés leva une troupe de 500 hommes et de 16 chevaux en direction du sud à la recherche de l'or et de l'argent. Quand il traversait le globe, le golfe du Mexique, il rencontra les premiers ennemis de l'empire aztèque, c'est-à-dire les Tarascans et les Talascans, qui étaient très contents, très excités, enfin d'avoir des armes à feu pour combattre définitivement leur ennemi, l'empire aztèque. Ils iront même jusqu'à donner une de leurs filles en mariage à Hernán Cortés. Dona Marina sera la concubine de Hernán Cortés. C'était une femme très intelligente qui parlait plusieurs langues. Elle va jouer un rôle central et clé lors de la chute de Tenochtitlan. Hernán Cortés lève une troupe de 100 000 soldats, parmi lesquels se trouvent seulement 600 Espagnols. Aux portes de Tenochtitlan, en 1421, 40% de la population de l'Empire aztèque restait
Tout le reste était perdu. Et Hernán Cortés était convaincu qu'il avait la main de Dieu avec lui, mais c'était plutôt la maladie qui était en train de faire des ravages. C'était la maladie qui est en train de faire le travail sale. L'empire aztèque, avec ses guerriers, ne resteront pas également les bras croisés en les regardant. C'est vrai qu'ils n'avaient pas la même culture de guerre, mais ils s'adaptèrent aussitôt. Lors de la nuit triste, ils capturèrent 67 Espagnols. 10 ont déjà leur tête coupée et le reste amené sur leur temple pour que leur cœur soit offert au Dieu soleil. Pizarro sera la personne qui viendra à bout de l'empire Inca. Aux portes de l'empire Inca, il y avait déjà une guerre civile en cours. Deux frères étaient en train de se battre pour savoir qui des deux sera le futur empereur, car l'empereur venait de mourir de variole. Finalement, Atapuerca aura le dessus sur son frère, mais les populations n'étaient pas convaincues de sa capacité à gouverner et à gérer l'empire. Ils doutaient de ses compétences à protéger l'empire des mains des envahisseurs. La conquête de l'Amérique du Nord sera moins violente que celle de l'Amérique du Sud, parce que dans les Amériques du Nord, les populations n'avaient pas un niveau de civilisation très élevé. Ces populations encore vivaient dans un niveau de civilisation un peu plus bas. Donc, dans cette région du monde, il a fallu procéder beaucoup plus à la signature des traités commerciaux, car la fourrure du castor était très prisée, était très recherchée en Europe. Cette fourrure servait à confectionner des chapeaux que les femmes en raffolaient. Et seulement les populations locales pouvaient justement tirer cette fourrure, pouvaient justement tirer le castor hors de son habitacle naturel. Théodore de Bry sera la personne qui va s'intéresser à l'échange colombien. À travers ses différentes peintures, il représente cet échange colombien. Les Européens, dès qu'ils arrivent dans les Amériques, viennent également avec leurs germes, viennent avec leurs bactéries. C'est vrai qu'il y a eu contact d'hommes, mais il y a eu aussi contact et échange de germes et de bactéries. Par exemple, les Européens viennent avec la peste, la fièvre typhoïde, la variole. En Amérique, ils donneront en retour, par exemple, la syphilis. La syphilis a réellement décimé la population de l'armée espagnole, car nous savons très bien qu'avant, lors des différentes pratiques de guerre, la femme était violentée, la femme était violée. Et cette syphilis va se répandre très rapidement dans l'armée espagnole. On retrouve même des traces en Inde en 1498 de syphilis et même en Chine en 1505 de cette syphilis. En débarquant par exemple, les Européens introduisent le mouton, les chevaux et même les bœufs. Ils vont amener un animal particulier, c'est-à-dire le cochon. Le cochon, dès qu'il débarque dans les Amériques, n'a pas de prédateur naturel. Donc il deviendra sauvage et va peupler toute l'île. Les pirates, quand ils arrivaient pour se cacher des autres pirates et même des autres vaisseaux, se nourrissaient principalement du cochon. Donc ils mangeaient le cochon. Ils rôtissaient le cochon et le mangeaient de la tête jusqu'à la queue. D'où la parole barbecue. Lors de ces différents échanges, les Européens introduiront le riz, la banane et surtout la canne à sucre. En retour, l'Amérique offrira la tomate, le maïs et la pomme de terre. La pomme de terre sera beaucoup utilisée en Europe pour affamer la population locale,
car cette population était en train de traverser une crise alimentaire, une famine. La pomme de terre sera un aliment qui va sauver le continent européen de la famine.